Voilà. Alors, bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour un autre cours en éducation financière. Aujourd'hui, on va voir les outils, les mécanismes qui sont offerts à un État, à un gouvernement pour être en mesure de contrôler deux phénomènes. Deux phénomènes qu'on a vus lors d'un dernier cours. Le premier phénomène, c'est celui de l'inflation et le deuxième, c'est celui du chômage. Alors, si je vous demande, par exemple, qu'est-ce que c'est que le phénomène de l'inflation? Est-ce que quelqu'un pourrait m'offrir une piste de réponse? Alexis, est-ce que tu as une idée? Non, pas vraiment. OK. L'inflation, là, c'est l'augmentation des prix. OK? Donc, on l'avait vu, je vous avais donné un cours, par exemple, là-dessus, où je vous expliquais le phénomène, par exemple, de l'augmentation du prix de la pinte de lait. Hein? Donc, et que ça amenait une augmentation généralisée parce que c'est un produit de base. OK? Et on se ramasse dans ce contexte-là où là, les travailleurs vont demander à leur tour des augmentations de salaire, etc. Et il y a une spirale qui s'amorce. Et cette spirale-là est inévitable, mais on peut s'arranger que ça soit lent. Alors, idéalement, on tente de conserver une inflation qui est entre 1 et 3 %. Entre 1 et 3 %, c'est le niveau idéal. Ça veut dire que les prix augmentent suffisamment lentement pour qu'on soit capable de faire suivre les salaires. OK? Si on est supérieur à 3 % on est en surchauffe. Si on est en surchauffe, qu'est-ce qui se passe? Les salaires ne suivent plus les augmentations des prix. Les gens s'appauvrissent. Et comme les gens s'appauvrissent, les gens C'est dépensent moins. chômage. Et comme les gens dépensent moins, l'économie se met à ralentir. On s'en va vers une stagnation. Et qu'est-ce qui se passe après la stagnation? Dépression. La récession qui peut quelquefois mener vers une dépression. OK? Alors, ça, c'est le phénomène de l'inflation. Ça, c'est si on est en surchauffe, si on était supérieur à 3 %. Tu as le phénomène inverse, OK, où ton inflation, elle serait en dessous de 1 %. Dans un cas comme ça, ton économie ne vire pas assez. Les gens ne consomment pas suffisamment. Et là aussi, on risque de s'en aller vers une récession. OK? Donc, pour contrôler l'inflation, le gouvernement du Canada et tous les gouvernements ont un outil que je vous propose de regarder dans quelques instants. L'autre phénomène qu'on contrôle avec ce fameux outil-là, c'est le chômage. Alors, le chômage, c'est le nombre de travailleurs qui sont disponibles, aptes à travailler, mais ne se trouvent pas d'emploi. OK? Ça, c'est le taux de chômage. Et on parle de la population active. Alors, comme on parle de population active, on parle d'un groupe d'individus généralement entre 16 et 65 ans. Okay, qui ont le deux bras, les deux jambes, ils ont une tête. Remarque, il y en a qui n'ont pas, pas de bras et qui n'ont pas de jambes, qui travaillent quand même. Là, il y en a. OK? Mais on parle pour une majorité de personnes des gens qui sont aptes à travailler, qui sont aptes à intégrer le marché du travail pour faire une tâche X, Y, Z. Alors, ces gens-là, c'est ça qu'on mesure comme taux de chômage. Alors, avant le COVID, on avait un taux de chômage qui avoisinait les 4,5 % au Québec, autour de 5,3 % pour le Canada. Maintenant, le taux de chômage, il augmente de façon faramineuse. Naturellement, tout était fermé. Alors là, on est en train de tout réouvrir tranquillement, alors qu'on arrive ici à la fin du mois de mai. On va se ramasser probablement avec un taux de chômage qui pourrait avoisiner les 15 %. On n'a pas vécu ça depuis des décennies. C'est considérable. Alors, on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais les gouvernements, en règle générale, ont des outils pour contrôler ça. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, on va tout de suite aller visionner dans notre document qui est ici. Voilà. Alors, tout le monde le voit bien, ce fameux document. Je vais le grossir un petit peu pour qu'on soit en mesure de mieux le regarder. OK. Alors, cet outil-là, on l'appelle l'outil de politique monétaire. OK? Donc, c'est à travers le biais de la Banque du Canada,
pour combattre l'inflation, on va jouer avec le taux directeur. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est que le taux directeur? Le taux directeur, c'est le pourcentage de taux d'intérêt que la Banque du Canada, 8 fois par année, va venir changer ou maintenir. OK? Donc, le taux directeur, c'est le taux d'escompte ou le pourcentage auquel va prêter, de taux d'intérêt auquel va prêter les banques, la Banque centrale aux banques à charte. Hein? Vous vous en souvenez, les banques à charte ont ce privilège de pouvoir emprunter de l'argent à un pourcentage qui est moindre que le taux auquel ils vont prêter à des particuliers et à des entreprises. OK? Alors, le taux directeur ici, comme là présentement, le taux directeur au Canada, ce matin, est à 0,25. Il était, avant le COVID, autour de 1,5. Il était à 1,5 %. Donc, ce qui est très, très bas en passant. Hein? Mais ils l'ont réduit à 0,25. Pourquoi qu'ils l'ont réduit à 0,25, vous pensez? On a peur que l'économie va mal. Exact. Dans le fond, si je te donne un gros taux d'intérêt, OK? Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir mettre ton argent de côté parce que ton argent de côté, elle va se mettre à travailler pour toi, elle va te rapporter des intérêts. Parce que tu as un taux élevé. Alors que si je te donne un taux très, très bas, puis tu places ton argent, ça ne te rapportera presque rien. Donc, on veut t'inviter à sortir ton argent de tes poches pour aller le dépenser. OK? Comprends-tu? C'est ça la stratégie du gouvernement canadien et c'est la raison pour laquelle ils l'ont baissé autant à 0,25, OK? À 0,25. Alors, ici, imaginez-vous qu'on est dans une situation où on a un taux d'inflation qui est élevé, donc qui est supérieur à 3 %. Donc, on aurait un taux d'inflation qui serait autour de, je ne sais pas moi, de 4, 4,5 %. Donc, les salaires, l'économie était vraiment en surchauffe. On s'en va tout droit vers la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La banque, le gouvernement du Canada et le premier ministre vont prendre le téléphone, appelle la Banque du Canada, va dire « Écoute, il faut absolument réagir pour freiner, pour empêcher cette surchauffe-là. » Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le taux directeur. Alors, au lieu que ça soit à 0,25, ils pourraient l'augmenter d'un coup. Généralement, on augmente ça ou on le baisse à coût de 0,25. OK? Mais dans un cas où il y a urgence, on peut, comme vous le voyez, on est parti de 1,5 pour le baisser à 0,25. On peut l'augmenter ou le diminuer de façon dramatique pour être capable justement d'endiguer un problème. Et là, on pourrait, par exemple, augmenter le taux d'intérêt à, je ne sais pas moi, à 3 ou à 4 %. On part de 0,25, on monte à 4 % pouf, d'une shot. Et là, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Premier effet, les banques à charte et les banques en général vont suivre. Alors, comme on est rendu à 4 %, les banques, elles, vont se dire, bien, on multiplie par 3 ou par 4, OK? Donc, on est rendu à 4 %, 4 fois 4, 16. Fait que nous autres, si tu veux emprunter de l'argent pour t'acheter un nouvel ordinateur, pour t'acheter une auto usagée, tu as besoin de 10 000 ou je ne sais pas, tu as besoin de 5 000, OK? Tu as besoin de 5 000 bien, tu vas pouvoir l'emprunter à 16 % d'intérêt annuel. Ouch! Ça fait très, très mal. OK? Ça coûte très, très cher. Alors, on augmente les taux d'intérêt. Alors, comme on augmente les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça fait? Si on augmente les taux d'intérêt, ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher pour emprunter de l'argent. Comme ça coûte beaucoup plus cher, qu'est-ce qui se passe? Les gens empruntent moins parce que ça coûte cher. Alors, comme ça coûte cher emprunter de l'argent, les gens empruntent moins. Donc, comme ils empruntent moins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur argent, ils vont le mettre de côté, ils vont attendre qu'il y ait des meilleures conditions, des conditions plus favorables pour... C'est l'épargne. C'est ça. Ils vont épargner et en même temps, ils vont pouvoir profiter du fait qu'il y a un taux d'intérêt qui est plus élevé pour que leur argent leur rapporte plus d'argent. Comprenez-vous? Et au lieu de t'acheter une minoune qui aurait eu besoin de beaucoup d'amour et de réparation, ben, tu vas pouvoir, si tu attends, je ne sais pas moi, un an et demi, te payer un véhicule qui va être en meilleure condition
et pour lequel tu auras besoin de mettre moins d'argent par après. OK? Alors, c'est ça l'idée, c'est que tu mets ton argent de côté. Comme tu mets ton argent de côté et que tu empruntes moins, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, vous vous souvenez, hein, je vous avais parlé de la fameuse masse monétaire, cette espèce de moton d'argent, si on prenait tous les billets de banque du Canada, qu'on faisait un gros tas avec, et qu'en plus, on ajoutait à ça toute la monnaie scripturale. Hein, vous vous souvenez, hein, la monnaie fiduciaire représente 3 de toute la monnaie. 97% de la monnaie canadienne est scripturale. Donc, un tas de trilliards et de trilliards de dollars, un tas gigantesque. OK? Et ce tas-là, là, il peut gonfler ou il peut dégonfler. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de faire dégonfler le gros tas d'argent. Comment qu'on va faire ça? Bien, comme les gens empruntent moins d'argent, ça va créer moins de monnaie scripturale parce que c'est les banques à charte, les banques privées qui ont ce pouvoir-là de créer de la monnaie scripturale. Et comme les hommes, les femmes, les entreprises empruntent moins d'argent parce que ça coûte plus cher de taux d'intérêt, ça va faire diminuer la masse monétaire. OK? Donc, comme cette masse monétaire-là diminue, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire diminuer la croissance économique. L'économie est en surchauffe, oups, là, elle va arrêter de l'être. Tranquillement, on va partir du 4 qu'on avait d'inflation et là, ça va se mettre à diminuer parce que la croissance économique diminue. Alors, qu'est-ce qui se passe? On atteint notre objectif. Ce qu'on voulait faire, c'était contrer l'inflation élevée. Alors, on réussit à la ramener en bas de 3 mais il y a une conséquence négative, par exemple. Le chômage augmente. Le chômage, lui, de son bord, effectivement, Alexis, tu as tout à fait raison de le souligner, va se mettre à augmenter. OK? Alors, on peut résumer ça ici comme ça. On a une baisse de la masse monétaire. Donc, si on diminue la masse monétaire, qu'est-ce qui va arriver? On va diminuer la demande pour acheter des biens. Naturellement, comme la demande abaisse, les entreprises, les usines qui produisent moins. Comme ils produisent moins, ils sont obligés de mettre dehors des travailleurs, donc le chômage augmente. Par contre, l'inflation et les prix, eux, vont diminuer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ben moi, je voulais savoir Ben oui, vas-y, Jeanne. Comment on fait pour se sortir de ça après? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben comme, vu qu'il y a une baisse de la masse monétaire, si j'ai bien compris, Oui. puis qui entraîne, dans le fond, cette baisse-là entraîne pas mal tout ça, mais comment on fait comme pour que ça redevienne à l'heure normale, genre? Ben en fait, c'est comme tenir un volant, OK? Être au volant sur la route. Tu peux virer à gauche, tu peux virer à droite. Ben, c'est un jeu d'équilibre, OK? C'est le même principe. Donc, pour contrôler, on va constamment tenter de contrôler notre masse monétaire d'un côté ou de l'autre en fonction des mouvements de l'économie pour contrebalancer. Donc, l'État a un rôle important. Tu sais, on dit, l'État, dans un régime capitaliste parfait, l'État ne devrait jamais s'en mêler. C'est complètement faux. OK? Ça, c'est une pensée néolibéraliste. L'État doit servir comment je te dirais ça, d'arbitre. Ils sont là pour venir rétablir l'équilibre, tu sais, l'équilibre de la force. Il ne faut pas qu'il y ait trop de Jedi, il ne faut pas trop qu'il y ait de la chevalier 7. Ça prend un équilibre entre les deux. Vas-y. OK, parfait. Au lieu d'un volant, vous auriez pu utiliser aussi le terme de balance. Oui, absolument, absolument. Écoute, regarde, on va reprendre avec presque le même tableau. La seule donnée qu'on change ici, c'est qu'on a dans le cas de figure qu'on va avoir ici, ça va être le contraire. On va se ramasser avec un taux de chômage qui est trop élevé et on va tenter de le contrôler, encore une fois, avec le même outil, mais de l'autre côté. Alors, je vous ai parlé d'un côté, on a essayé de rétablir ça d'un côté. Là, on va le ramener de l'autre bord
pour essayer de contrebalancer, pour jouer, pour essayer de trouver l'équilibre. OK? Alors, on y va avec le deuxième tableau. Vous allez voir, vous allez le reconnaître, qui est presque identique à l'autre. Sauf que ici, au lieu d'augmenter le taux directeur de la Banque du Canada, on va le baisser. Parce que notre problème qu'on a, c'est un problème de chômage. Il y a trop de travailleurs qui n'ont plus de job. Ce qui va se passer dans les prochains mois, en passant, là, c'est ce qui s'en vient. Là. Alors, ce que vous allez voir là, c'est ce que le gouvernement du Canada va utiliser comme outil pour essayer de contrebalancer le problème de chômage qu'on va avoir. Alors, premier mécanisme, on va diminuer le taux directeur. Donc, on va le ramener. Comme là, par exemple, le gouvernement du Canada l'a baissé à 0,25. Il n'est même pas impossible de voir un taux à 0, OK? Ou même, dans certains cas, des taux négatifs. Ça existe, des taux négatifs pour les banques. Donc, on paye les banques pour qu'ils puissent comme, prendre de l'argent pour diminuer éventuellement le chômage puis essayer de stimuler l'économie. OK? Donc, on baisse le taux directeur. Généralement, les banques à charte et les banques vont suivre le mouvement. Donc, ils vont baisser eux-mêmes leur taux d'intérêt. Alors, on avait dit tantôt qu'on était à 16 de taux pour un prêt personnel. Là, on va le diminuer, on va ramener ça à, je ne sais pas moi, à 6 ou 7 OK? Parce qu'on est à 0. Donc, la banque fait quand même, la banque à charte ou la banque privée fait quand même de l'argent, fait 6-7 de taux d'intérêt. OK? Et naturellement, comme ça coûte moins cher pour emprunter de l'argent, qu'est-ce qui va se passer là? Le phénomène inverse de tantôt. Les gens vont emprunter. Voilà. Les gens vont se mettre à emprunter davantage. Ils vont dire « Hey, c'est le temps d'emprunter. C'est le char que je voulais m'acheter, c'est le temps de l'acheter là, là. Il me coûte moins cher de l'acheter maintenant. » OK? Alors ça, c'est numéro 1. Numéro 2, baisse de l'épargne. Les gens sortent leur argent de leur compte de banque justement parce que c'est le temps de le dépenser. C'est ce qu'ils se disent. C'est le temps de dépenser. Alors, comme c'est le temps de dépenser, qu'est-ce qui se passe? La masse monétaire, elle, augmente. D'ailleurs, si on baisse le taux, généralement, on va avoir tendance même à vouloir exploser, surtout si les gens ont des jobs. Si les gens n'ont plus de job, par exemple, c'est plus difficile. Donc, on augmente la masse monétaire comme ça grossit. Ça amène de la croissance économique. Cette croissance économique-là fait en sorte que, comme les tablettes des magasins sont en train de se vider parce que les gens achètent, on a besoin de plus de travailleurs pour travailler dans les usines, OK, pour produire plus de biens, pour remplir les tablettes. Donc, on atteint notre objectif qu'on cherchait. On avait un problème de chômage élevé. Le chômage se met à diminuer. On a une baisse du chômage. Par contre, on revient avec une économie qui, tranquillement, au niveau de l'inflation, ça remonte. Alors, il faut faire attention quand on tourne notre roue. Si on donne un coup trop sec sur notre roue, on va pogner le champ. Hein? On est sur la route, on va pogner le champ si on donne un coup de roue trop sec. Alors, il faut faire attention. Hausse de l'inflation, il faut essayer de maintenir ça pour être en bas de 3 %. Alors, en résumé, on a notre petit tableau résumé ici. Donc, hausse de la masse monétaire. Qu'est-ce que ça va faire? La demande augmente, les tablettes se vident parce que les gens en veulent dépenser leur argent. Ça va augmenter la production. Donc, les gens vont se mettre à produire plus d'items, d'appareils pour remplir les tablettes, plus de biens. Le chômage diminue parce qu'il y a plus de monde qui travaille. Par contre, ça génère de l'inflation, donc les prix se remettent à augmenter. Voilà les deux mécanismes. En fait, c'est tout le même mécanisme, c'est le même volant qu'on vire à gauche ou à droite, là, OK? Ou le même levier qu'on monte ou on descend, qui permet à l'État de contrôler l'inflation et le chômage. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. En fait, comme je te dis, c'est un jeu d'équilibre. C'est comme te promener sur un fil de fer. Hein? Tu es entre deux gratte-ciels et il y a un fil de fer et là, toi, tu marches avec ta petite pôle. Puis là, ben, tu essaies de marcher sur le fil de fer puis de traverser de l'autre côté. Puis il ne faut pas que tu tombes en bas parce que si tu tombes en bas, tu es mort. Ah. Donc, tu te promènes avec ton fil de fer, sur le fil de fer, puis tu as ton bâton comme ça, puis tu marches en équilibre. Puis des fois, il faut que tu recompenses d'un bord parce que tu sens que ton corps s'en va d'un côté. Fait que tu recompenses de l'autre côté. Puis tu traverses comme ça. OK?
c'est ça le jeu. C'est un jeu donc c'est un jeu de finesse. Et c'est d'essayer d'anticiper puis de prévoir les mouvements économiques qui s'en viennent, ce qui n'est pas évident. Tu sais, la COVID, personne n'a vu ça arriver, là. Tu sais, tu te souviens, en revenant des vacances de Noël, jamais on n'aurait pensé que 3 mois plus tard, on serait comme confinés à la maison pendant 2 mois et que toutes nos vies seraient complètement chamboulées. Puis pourtant, ben regarde, c'est la situation dans laquelle on est présentement. C'est la preuve indubitable que les choses peuvent changer extrêmement rapidement. Ouais. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Super. Non. Écoutez, moi, de mon côté, c'est bref, mais ça clôt. Oui, vas-y, Ulysse. Est-ce que des exemples dans le monde ou dans l'histoire où il y a des gouvernements qui ont mal balancé leur peu importe. Oui. Régulièrement, il y a des États qui manquent leur coup, là, puis qui manquent de prévoyance, puis ils se ramassent dans des situations où ils ont des spirales d'inflation. Et dans ce temps-là, c'est absolument catastrophique parce que les gens n'ont plus les moyens de se nourrir, les gens crèvent de faim. Tu sais, pense à l'Allemagne aussi ou à l'Allemagne d'après-guerre où la monnaie, le mark allemand, le Deutschmark ne valait plus rien, le mark or ne valait plus rien. C'est ce qui a amené d'ailleurs le nazisme, c'est ce qui a amené la montée du nazi parce que les gens étaient prêts à n'importe quoi pour se sortir de cette situation-là dans laquelle ils étaient. Alors ça pourrait être un exemple, par exemple, de mauvaise gestion, mais cette mauvaise gestion aussi qui était très difficile parce qu'elle était en partie imposée par le traité de Versailles. Hein? La France avait imposé comme condition de paix à l'Allemagne d'y rembourser 132 milliards de mark or, alors que l'Allemagne n'avait pas les moyens de rembourser ça. Et ça a fait une spirale inflationniste et ça a fait en sorte que l'argent allemand, le mark or, ne valait plus rien sur les marchés et il fallait prendre une brouette remplie d'argent que tu passais à la banque, tu remplissais ça, tu en achetais pour des millions de mark or, puis tu t'en allais pour aller faire ton épicerie, puis tu revenais avec 2 sacs d'épicerie. Tu sais. OK. Donc oui, c'est arrivé. Puis les nazis, les Allemands, dans ce temps-là, ils pensaient que ils disaient que les Juifs étaient riches comparés à eux. Non? Il n'y avait pas quelque chose de même. Oui, bien en fait c'est parce qu'il y avait beaucoup de petits commerces en Allemagne qui étaient tenus, c'est des commerces familiaux qui étaient tenus par des membres de la communauté juive. Donc, tu avais des gens, par exemple, je ne sais pas moi, il y a un épicier, tu as un autre, tu as un cordonnier. C'était souvent des artisans ou encore des petits commerçants, des petits bourgeois il y avait beaucoup de travailleurs allemands qui étaient simplement des travailleurs, qui n'étaient pas des commerçants. Alors, eux, c'était beaucoup plus difficile pour eux que pour le marchand qui vend. Lui, il continue à relativement bien se débrouiller. Tu comprends? Donc, il y a certaines classes d'emploi qui étaient plus touchées. Alors, c'est au sein de ces classes populaires-là que ça a fait une montée du nazisme et que là, ces gens se sont dit, notre problème, là, c'est qu'il faut trouver des responsables, il faut trouver des coupables. Bien là, les coupables, ça va être les Juifs. Parce que il y a quelque chose aussi au niveau social. En Europe de l'Est, il y avait le courant hassidim, les hassidiques, les Juifs orthodoxes, ceux là, qui ont les boudins avec les chapeaux en vison noir qu'on voit par exemple à Blainville, à Sainte-Agathe, à Montréal. Non, pas simplement la kippa. Là. Ils ont vraiment comme le gros kit. Là, les hommes sont habillés tout en noir. Ils portent un gros chapeau noir à large bord. Ils ont des boudins. Ben oui. OK? Des rabbins, genre. Non, c'est pas des rabbins. C'est vraiment une sorte. Comment je dirais ça? C'est une secte juive qu'on appelle les orthodoxes ou les hassidim. Et ces gens-là, donc, vivent littéralement en marge du reste de la société. Ils vivent dans leur bulle. Tu comprends? Et ça, c'est très, très mal vu. C'était très mal vu dans beaucoup de sociétés. Ça l'est encore plus ou moins bien vu dans beaucoup de sociétés.
Et même, je te dirais, au sein même des Juifs en tant que tels, c'est vu bizarrement. Il y en a beaucoup qui le voient négativement. Là. OK. Vas-y, Jeanne. C'était pas eux là, qui disaient, voyons, qui faisaient l'école à leurs enfants comme, Oui, voyons, pas à l'école, là, qu'ils faisaient eux-mêmes. Là. École à la maison. absolument. Et ça se fait toujours. Et ça Ouais, se fait c'est ça. toujours, oui, à Blainville, absolument. Et on avait une secte à Sainte-Agathe qui s'appelait Lève Tahor, qui ont déménagé, là, ils sont rendus en Amérique centrale. Et ces gens-là, effectivement, là, enseignent pas le français. Toutes les notions de base n'étaient pas enseignées. Ils ne voyaient pas de Ah maths, ouais, pas Ouais, d'histoire. Il me semble que j'avais vu ça quand on avait parlé de la secte de Rock Magisterium, mais je me souviens plus c'était quand. Fait qu'ils ne sur la voyaient. 4, Ouais. fin Ils de ne- l'année. Oui, OK. Ah, Ils ne voyaient uniquement que le Talmud, la Torah, qui sont les livres sacrés juifs. Puis c'est tout ce qu'ils voyaient là, du matin au soir. Là. ok. Donc, ils apprenaient à lire, mais ils apprenaient à lire le hébreu. Puis c'est à peu près tout. Là. Donc, bref, imaginez-vous que chez des gens qui sont plus ou moins scolarisés, automatiquement, on se dit, ces gens-là vivent entre eux autres, ils profitent de nous autres, ils profitent de nos infrastructures, mais ils ne nous donnent rien en échange. Donc, c'est eux les responsables. Donc, c'est eux qu'il faut blâmer. Alors, c'est ce qui explique un petit peu là, la montée de l'intolérance envers les membres de la communauté juive en Allemagne dans les années 30. OK? Bon. Mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus là, parce qu'on s'éloigne de notre sujet qui était les Économie. mécanismes de contrôle de l'État pour contrôler le chômage et l'inflation. Ulysse, ça va? Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Super. Alors, écoutez, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui avec vous. Donc, je vous libère. Vous voyez, ça n'a pas été long. On se revoit lundi prochain, 10h. Je vais republier une autre invitation Zoom. Et donc, en monde contemporain, on avait dit qu'on parlait d'Israël. Alors, je vous prépare, on parlait de Juifs. Alors, on va couvrir justement donc la création de l'État israélien. On va parler donc de cette histoire. On va faire une petite genèse. Et on va visionner ensemble aussi, du moins le début d'un documentaire que je vous laisserai de toute façon en lien, que vous pourrez visionner. Ah, je l'ai écouté, c'est horrible. C'est intéressant, par exemple, hein? Non, mais c'est horrible. Genre, tu sais, t'as comme t'as un musulman que tu sais même pas qui peut te poignarder à tout moment, genre. Donc, très intéressant donc, on aura l'occasion d'en jaser lundi prochain, 10h, entre 10 et 11h. Et je jase de ça avec vous autres. Et la vidéo, il est déjà disponible, effectivement, sur Classroom. Ça vous tente d'aller le voir sur Israël. Donc, on a encore plusieurs jours là, avant de faire le cours. Donc, allez jeter un œil là-dessus. De toute façon, on en regardera des extraits ensemble lors du prochain cours. Et ça me fera plaisir. D'ici là, profitez de la température extraordinaire qu'on nous prévoit pour le reste de la journée aujourd'hui et pour demain. Et prenez soin de vous. Puis avec plaisir, j'aurai grand plaisir à vous retrouver donc dès lundi 10h. Bye bye tout le monde. Au revoir.